مرحبا بكم تلاميذ البكالوريا في دروس المراجعة بكالوريا 2011 على القناة الوطنية الثانية. اليوم دروس المراجعة خاصة بمادة الفرنسية، وحاضرين معنا مجموعة من الأساتذة وكذلك متفقد المادة حاضر معنا. خلينا نرحبوا في البداية بالأساتذة اللي حاضرين معنا. سيدة منيا منصور عياد، مرحبا بك. بونجور. وسيدة إنصاف المهيري المراسي، مرحبا بك. بونجور. والأستاذة سامية زريبي، مرحبا بك. الأستاذ نبيل بن هلال، مرحبا. مرحبا. والسيد المتفقد سي طاهر بن ناصر، متفقد مادة الفرنسية، مرحبا بك معنا. كذلك باش تلتحق بنا بعد شويه الاستاذه نجوى بن عبد الكريم الدراوي اللي هي تستقبل في كل المكالمات الهاتفيه. هذاك علاش نذكركم مره اخرى برقم الهاتف الموضوع اللي ذمتكم اللي هو 71 800 814. كما تنجموا زيادة تتصلوا على 71 280 089 وتحطوا الأسئلة نتاعكم الخاصة بمادة الفرنسية. الكلمة في البداية باش تكون لمتفقد الحصة اللي هو أكيد باش يعطيكم السؤال الأول. كذلك سي طاهر بن ناصر، تفضل. Mais avant, bonjour. Pour commencer, je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs, tous les parents d'élèves, les collègues qui nous regardent et surtout les élèves qui ont participé d'une manière active et effective à la réalisation de cette émission, par les questions qu'ils ont posées jusque-là et auxquelles on va répondre tout au long de l'émission. Je profite également de l'occasion pour remercier tous mes collègues inspecteurs et tous les enseignants, toutes matières confondues, qui ont fait preuve de professionnalisme et qui ont fait face à toutes les contraintes cette année pour encadrer les élèves, les orienter, les former et même dans certains cas, les protéger. Donc nous les remercions. Donc revenons maintenant à l'objet de notre émission. Comme je viens de le signaler, nous avons reçu un certain nombre de questions en rapport avec l'épreuve de français que nous avons organisée selon les différentes parties. C'est-à-dire, on va commencer par les questions qui porteront sur le texte, ensuite la partie compréhension, la partie langue et enfin la partie essai. Donc les collègues ont d'ailleurs extrait quelques supports des épreuves des baccalauréats et ils vont essayer de vous répondre d'une manière concrète en s'appuyant sur ces supports-là. Avant de céder la parole aux collègues pour qu'ils puissent répondre à ces questions, je voudrais aussi rappeler que cette année exceptionnellement, le ministère a pris la décision d'alléger les programmes des classes terminales, et ce, par la suppression du dernier module. Donc les élèves devraient prendre en considération cet allègement dans le cadre de la révision. Donc pour commencer, on pourrait déjà commencer par la première question que je vais poser. Donc plusieurs élèves s'interrogent sur le texte qu'on proposera à l'examen du baccalauréat et s'interrogent sur le type de texte auquel il faut s'attendre. Voilà donc la première question. شكرا لك أستاذ. للإجابة تفضل سي نبيل. Merci. Alors c'est une question assez intéressante dans la mesure où elle nous permet une lecture méthodique pour accéder plus rapidement au sens du texte. Donc la réponse à la question relative au type du texte n'est pas une fin en elle-même, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous permet de comprendre le texte. Mais aussi, on pourrait ajouter une autre remarque, c'est qu'il est très important de reconnaître le type du texte, mais aussi de reconnaître le genre du texte. Donc, on doit reconnaître qu'un texte a un type certainement, mais aussi un genre. Donc ces deux composantes-là sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous aident à mieux comprendre le texte. Donc il est très important de s'appuyer sur certains indices qui nous permettent bien sûr de mieux comprendre le texte. C'est pour ceci le plus important est de commencer d'abord par identifier le type et le genre du texte. Je pense que Madame Ayed va nous confirmer ce point-là. Oui, alors Nabil, moi j'aimerais dire que quel que soit le type et le genre du texte qui est proposé, l'élève se doit d'être attentif à un certain nombre d'indices. Par exemple, et c'est valable pour tout type de texte, l'élève pourra être attentif à la typographie du texte, c'est-à-dire donc à la mise en page du texte, c'est-à-dire à la disposition au paragraphe ou bien sûr en strophe s'il est question d'un texte poétique. Donc ce retour à la ligne et ces dispositions en paragraphe aidera l'élève à suivre la progression du texte et donc à comprendre le sens et le sens global de ce texte. Bien, l'élève n'oubliera pas de relever les indices spécifiques selon le type de texte qui lui est proposé. Alors, pour que ce que je viens de dire soit concret, nous vous proposons
un petit exercice, comme l'avait signalé Monsieur l'inspecteur tout à l'heure. Donc, nous avons choisi pour vous des exercices d'épreuves de baccalauréat, donc d'anciennes épreuves de baccalauréat. Et donc, nous attendons la diapo, mais entre-temps, je peux la présenter. Alors, donc voilà. Alors, la diapo qui apparaît là, donc c'est l'épreuve de baccalauréat 2010, section sciences techniques. En fait, nous avons seulement choisi 2 extraits du texte, le début et la fin, uniquement. Et c'est un texte de Saint-Exupéry, comme vous pouvez voir, mais non. Alors, un texte de Saint-Exupéry, extrait de Terre des Hommes de 1939. Alors, ce texte, je vais le lire. Il me semble qu'il confond but et moyen, ce qui s'effraie par trop de nos progrès techniques. Quiconque lutte dans l'unique espoir de biens matériels, en effet, ne récolte rien qui vaille de vivre. Mais la machine n'est pas un but. L'avion n'est pas un but, c'est un outil comme la charrue. Chaque progrès nous a chassés un peu plus loin, hors d'habitudes que nous avions à peine acquises, et nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas fondé encore leur patrie. Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent encore. Vous avez certainement remarqué, chers candidats, que nous avons déjà encadré certaines expressions. Donc, bon, même si ça n'apparaît pas, alors on devrait être attentif, par exemple, aux expressions « il me semble que », donc par laquelle s'ouvre le texte, suivi de ceux qui. Ce sont 2 expressions, donc je reprends, il me semble que, suivi de ceux qui. Ces expressions nous permettent de savoir que l'auteur est en train de présenter, d'exposer un point de vue en se référant au point de vue adverse. Bien. Ensuite, le même texte que j'ai lu, donc normalement on devrait avoir la diapo, mais c'est pas grave. Alors, ce texte se base sur le présent de l'indicatif, donc je peux quand même relire. Voilà, par exemple, première ligne, il y a le texte, le verbe confondent, s'effraient, etc., qui, bien sûr, aussi prouve que c'est le texte argumentatif. Nous avons aussi également donc encadré dans la 2e et 3e ligne les articulateurs logiques, en effet, mais, qui prouvent que c'est l'argumentation. Vers la fin du texte, nous avons le pronom personnel « nous ». Alors, ce pronom personnel qui laisse entendre que l'auteur cherche à impliquer les lecteurs. Oui, Ensaf, alors tu sembles vouloir ajouter quelque chose. Alors, en fait, Monia, je voulais simplement dire qu'au niveau énonciatif, l'élève se doit de trouver comment le locuteur se désigne dans son texte. Est-ce qu'il emploie le pronom personnel « je » ou le « nous » ou bien l'indéfini « en ». L'utilisation de la forme personnelle ou impersonnelle détermine le degré d'implication de l'énonciateur dans son énoncé. C'est-à-dire que l'auteur, est-ce qu'il cherche à exprimer un point de vue personnel par l'emploi du pronom personnel « je » ou bien est-ce qu'il cherche à exprimer un point de vue plus universel, plus général par l'emploi de l'indéfini « en » ou bien cherche-t-il à impliquer son lecteur par l'emploi du pronom personnel « nous ». Alors, par ailleurs, toujours pour le texte argumentatif, les articulateurs logiques ou bien connecteurs argumentatifs sont d'une grande utilité puisque leur repérage permet à l'élève de comprendre le raisonnement de l'auteur et de suivre la progression du texte. Alors, ça, c'est en ce qui concerne le texte argumentatif. Je voudrais bien passer pour parler du texte narratif. Et là, avant de partir d'une diapo pour être plus clair, j'aimerais simplement rappeler que un texte peut combiner différents types de textes. Autrement dit, le texte peut être à la fois narratif, descriptif, argumentatif, narratif. L'auteur peut, dans un texte par exemple, faire des pauses dans le récit pour décrire les charmes de la bien-aimée, par exemple. Donc, oui, d'autre part, le texte peut intégrer aussi le discours direct. On fait des pauses dans le récit afin d'intégrer le discours direct. Ce discours direct contribuera à accorder au texte une certaine vivacité et une certaine authenticité. Et afin d'être plus clair,
On a choisi pour vous la session principale du baccalauréat 2010, section scientifique. Et là, je lis le texte, si vous le permettez bien. Accaparé par la préparation de son cours à la faculté de droit, mon père ne s'occupait guère de moi. Il passait la plus grande partie du jour enfermé dans un vaste cabinet de travail, un peu sombre, où je n'avais accès que lorsqu'il m'invitait à y venir. Alors, vous remarquez dans ce passage aussi l'emploi du pronom personnel « je ». Alors, ce pronom personnel « je » montre là qu'il y a un narrateur autour duquel gravitent d'autres personnages, tels que la mère ou bien le père qui est repris par le pronom personnel « il ». D'autre part, face à ce texte, vous devez être attentif à l'emploi de l'imparfait. Dans ce texte, vous avez les termes soulignés, s'occuper et m'inviter. L'imparfait sert à la description, alors que le passé composé dont est su est un temps de la narration. Vous remarquerez aussi l'emploi des adjectifs soulignés tels que noir, carré. Alors ces adjectifs-là permettent à l'auteur de brosser le portrait du père. Alors, en un mot, et pour récapituler, face au texte narratif, l'élève se doit d'être attentif aux pronoms personnels utilisés, aux temps verbaux, aux indications spatio-temporelles et aux adjectifs. Alors, maintenant, il faudrait passer à un autre genre de texte, et là, c'est Samy qui va s'en charger. Alors, effectivement, pour le texte poétique, c'est un genre d'écrit que plusieurs de nos élèves apprécient pour les thèmes abordés et la légèreté du rythme. Nous vous proposons un exemple de texte proposé à l'épreuve de baccalauréat 2008, section scientifique. C'est un poème de Théodore de Banville, extrait de Rose de Noël. Si nous regardons le poème, nous trouvons qu'il est composé de 2 quatrains et de 2 tercets. Donc, notre poème est un sonnet. Ensuite, si on regarde les rimes, nous trouvons la disposition suivante, A, B, B, A, et donc nous avons des rimes embrassées. En fait, la longueur des vers, le respect de la métrique et la qualité de la rime aident l'élève à reconnaître le poème classique et contribuent à rendre compte du sens. On peut aussi avoir un poème qui a une forme libre, c'est-à-dire libre de toutes les règles de versification classique. L'absence, dans ce cas-là, l'absence de ponctuation dans la poésie, suggère l'idée de liberté et d'affranchissement. La forme donc et le fond sont très liés et se rejoignent et le candidat doit y être sensible et y accorder l'attention nécessaire. شكرا لك أستاذة سامية. نرجع للأسئلة مرة أخرى، والمرة هذه مع الأستاذة نجوى بن عبد الكريم الدراوي. أول حاجة نرحبوا بك، التحقت بنا توا، مرحبا. مجموعة من الأسئلة. Oui, en effet, bonjour à tous. Alors, beaucoup d'élèves ont appelé justement pour savoir si au bac, le texte pourrait toucher à plusieurs thèmes, comme cela arrive parfois au cours de l'année, et surtout, comment faire pour comprendre le texte. Voilà, merci, à vous. C'est Nabil, tfadl. Alors, je répondrai à la première question. Eh bien, effectivement, on peut avoir un texte qui touche à un ou bien plusieurs thèmes à la fois, parce que dans nos programmes officiels, nous avons des thèmes qui se rencontrent, ou bien nous avons aussi d'autres thèmes qui sont très très vastes, de sorte que on y trouve plusieurs thèmes. Alors il faut envisager justement de trouver ces rapports entre ces différents thèmes dans le même texte, et bien sûr éventuellement trouver la problématique traitée. Donc il s'agit ici d'éviter les idées déjà toutes prêtes. Donc, il faut s'attendre à un texte, là où il y a un seul thème, ou bien plusieurs thèmes. Hein. Alors, concernant la question numéro 2, je passerai la parole à Madame Ayed. Oui, alors concernant la deuxième question en rapport avec la compréhension du texte, je crois que nous avons déjà en partie répondu à cette question tout à l'heure en parlant des types et des genres de textes et surtout en parlant des indices spécifiques à chaque type et à chaque genre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? On pourrait ajouter que nos chers candidats pourraient être également
attentifs donc au paratexte. Alors, qu'est-ce que le paratexte? Le paratexte, c'est, par exemple, en premier lieu, le titre de l'œuvre dont est extrait le texte proposé. Alors, ce titre peut parfois aider l'élève à deviner, ou plutôt deviner, non. Alors, le titre peut aider l'élève donc à comprendre ou à identifier le type du texte ou le genre du texte. Alors, est-ce que ça serait un extrait romanesque? Est-ce que c'est beaucoup plus un essai, etc. Bien. Le nom de l'auteur, surtout si l'auteur est célèbre, peut également aider l'élève, sans oublier la date la date qui est précisée. Bien. Ensuite, l'élève fera également attention à la phrase introductive, la phrase de présentation, donc qui précède le texte, si elle existe bien sûr, parce que donc c'est pas toujours le cas. Donc il y a des textes qui sont précédés par cette petite phrase de présentation. Alors cette phrase de présentation qui pourrait être d'une grande utilité parce que elle nous fournit parfois des renseignements sur le cadre, ça se passe où, ça se passe quand, donc les événements, les personnages, etc. Donc ça peut être d'une grande utilité à nos chers candidats. Bien. Ensuite, les élèves auront à lire les termes expliqués en bas du texte. Donc la plupart du temps, nous avons des termes expliqués. En ce qui concerne les mots qui pourrait s'avérer difficile, du moins que nos candidats pourraient trouver difficile, nous leur rappelons que le contexte va les aider. C'est-à-dire qu'en lisant le texte, ils vont comprendre même les mots qui leur sembleraient difficiles. Bien. Arrivé à ce stade, je crois que notre cher candidat va lire le texte. En s'interrogeant sur l'énonciation, c'est-à-dire qui parle, à qui, par exemple, bien sûr, et ensuite nous lui conseillons de lire la totalité des questions, c'est-à-dire lire l'ensemble des questions, parce que ces questions, la plupart du temps, suivent la progression ou obéissent à la progression du texte. Donc, ils vont, j'imagine, aider le candidat à comprendre le texte, le thème, etc. Bien. Comme tout à l'heure, afin de concrétiser ce qui a été dit jusque-là, donc nous vous proposons à nouveau une épreuve de baccalauréat qui va apparaître, j'espère. Voilà. Alors, donc, nous avons le texte, il est au milieu, et vous voyez, chers candidats, que nous avons donc une phrase qui est encadrée en haut du texte. C'est la phrase dont je parlais tout à l'heure, la phrase introductive. En bas du texte, vous avez aussi certains renseignements. Alors, commençons par le début. Donc, cette première phrase de présentation, découvrons-la ensemble. Les événements se passent à l'époque de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse, l'actuelle Allemagne. Donc, cette phrase nous permet de savoir que les événements du texte se passent en France. Donc, ça se passe où? En France. Ça se passe quand? En 1870. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une guerre entre la France et l'actuelle Allemagne. Alors, descendons un peu, c'est-à-dire lisant ce qui est en bas du texte, qui est encadré aussi. Donc, nous découvrons le titre de l'œuvre, Sur l'eau. Et 1871, donc c'est encore le 19e siècle, comme l'avait précisé plutôt la phrase de présentation. Nous avons également le nom de l'auteur, donc Guy de Maupassant, qui est normalement connu. Alors connu pourquoi? Parce que nous avons plusieurs des textes de cet auteur dans nos manuels scolaires, que ce soit des textes, que ce soit des nouvelles, etc. Donc là, ça pourrait nous aider. Alors nous aider, c'est-à-dire on pourrait par exemple penser que ça serait un récit intégrant narration, description. Bien. En bas du texte, si ça réapparaît, alors en bas du texte, nous avons les termes qui sont expliqués. Bon, même si ça ne se voit pas, c'est pas grave, je peux vous les lire. Nous avons par exemple comme premier terme lignard. Alors, ce mot lignard signifie soldat. Donc normalement, c'est en bas. D'accord? Vous avez deux textes qui sont expliqués. Alors, donc ce mot lignard qui est au début du texte, vous l'avez vu, donc il y a un petit 1, je crois. Alors, signifie soldat, ce qui nous permet de deviner, ou plutôt de croire que dans ce texte, il est question de la guerre. Donc, le thème du texte serait la guerre. Alors, je dois plutôt rappeler à nos chers candidats que cette phrase
introductive, cette phrase de présentation, si elle apparaît bien sûr, si elle existe, donc peut l'aider à comprendre le texte, mais en aucun cas elle ne peut servir de justification, c'est-à-dire que notre candidat donc, va la lire, va la comprendre, mais ne peut pas s'appuyer sur cette phrase de présentation pour répondre et surtout pas pour justifier sa réponse. Encore une fois, je cède la parole à Ansaf qui va nous parler, présenter d'autres questions. Alors, moi, je vais plutôt continuer dans le même sens que toi, Monia. Et alors, pour comprendre le texte, l'élève va lire une première lecture, va faire une première lecture en l'interrogeant tel que tu lui as conseillé de le faire. Deuxième étape, il va lire les questions qui accompagnent le texte. L'intérêt de cette lecture des questions est que ces questions-là sont souvent très utiles dans le sens où ils suivent la progression du texte. Autrement dit, ces questions ont pour fonction d'orienter l'élève vers l'essentiel. Et là, vous voyez apparaître sur la diapo les questions qui accompagnent le texte dont vous a déjà parlé Monia. Alors, la première question est « Maupassant décrit les horreurs de la guerre, sur quel aspect insiste-t-il? Relevez-en deux. » Deuxième question, quel sentiment Maupassant cherche-t-il à susciter chez le lecteur? Et troisième question, l'auteur oppose les hommes de guerre à d'autres hommes. Qui sont ces autres hommes? À quoi consacrent-ils leur vie? Alors, nous avons fait une lecture et des questions et nous allons vous montrer, chers candidats, qu'il n'y a aucune raison de paniquer ou d'avoir peur. Vous allez voir que les questions vont s'occuper, chacune d'elles, ou nous orienter vers une partie particulière du texte. Autrement dit, la première question va s'intéresser, tel que vous allez le voir apparaître sur diapo, à la première partie du texte. Et là, je vous lis la question. La diapo va bientôt apparaître. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, Maupassant décrit les horreurs de la guerre. Sur quel aspect insiste-t-il? Relevez-en deux. Alors, les deux aspects dont il est question dans le texte sont les suivants. Le premier aspect consiste à dire que la guerre a un caractère barbare, bestial, sanguinaire, brutal, atroce. Et ces éléments de réponse, vous les voyez soulignés sur diapo en rouge. Le deuxième aspect que doit démontrer l'élève est la souffrance, le désarroi et l'incompréhension des parents et surtout des mères face à l'absurdité de la guerre. Et là, ces éléments, ils sont soulignés sur la diapo en bleu. Deuxième question, et on passe à la diapo 2, et là, vous allez voir, bientôt apparaître. Alors, quel sentiment Maupassant cherche-t-il à susciter chez le lecteur? Et là, on voit que la première question, deuxième question plutôt, est en rapport étroit avec la première. Donc, elle va intéresser le même passage, mais on appelle les élèves à être attentifs au pluriel. Quel sentiment? Et donc, au moins deux sentiments, mais surtout deux sentiments différents. Donc, l'élève relèvera des sentiments tels que le chagrin, la tristesse, la désolation, la colère, entre autres, ces mamans qui voient mourir leurs enfants. Donc, c'est à la fois colère et tristesse. Et donc, pour la troisième question, concernant toujours cette même épreuve du baccalauréat 2008, là, je vais céder la parole à Semia. Effectivement, pour la troisième question, comme nous le remarquons sur la diapo, elle porte sur la dernière partie du texte, où l'auteur oppose les hommes de guerre aux savants, qu'il considère comme des bienfaiteurs, qui consacrent leur vie à faire des recherches, à travailler pour trouver ce qui est susceptible d'aider les hommes à améliorer leur vie. Comme vous venez donc de le voir, les questions peuvent bien aider l'élève à comprendre le texte et l'orienter dans sa recherche des éléments de réponse. À ce niveau, il ne faut pas oublier de numéroter les réponses selon les questions posées. شكرا لك أستاذة سامية. نرجع مرة أخرى للأستاذة نجوى لمجموعة أخرى من الأسئلة. Oui, en effet, encore des questions portant sur l'étude de texte. Alors, des élèves ont appelé pour demander surtout à quel type de questions faut-il s'attendre.
Voilà, merci. شكرا لك. نرجع مرة أخرى السي نبيل تفضل. Oui, effectivement. Alors, il faut s'attendre à des questions de compréhension, bien sûr. Alors, d'abord, j'aimerais bien mettre les élèves en confiance, bien sûr, en leur disant que l'examen du bac correspond totalement aux devoirs de contrôle, éventuellement aux devoirs de synthèse qu'ils ont passés, bien sûr, durant l'année. Donc, la question de piège, etc., n'existe pas dans les épreuves du bac. Donc, c'est une épreuve qui va évaluer leur compréhension du texte. Seulement, quelques remarques pourront être utiles aux élèves, à savoir que le nombre de questions est de 3 à 4 questions maximum, qu'une question peut être ramifiée en 2 petites questions, si on peut dire ça. Ensuite, j'aimerais bien attirer leur attention sur le fait que ces questions suivent la progression du texte. Et bien sûr qu'il y a plusieurs genres de questions qui peuvent varier selon les mots interrogatifs. Par exemple, on peut avoir des questions qui commencent par quel, il s'agit d'un travail d'identification. Il y a aussi des questions qui commencent par comment, il s'agit de montrer la manière, ou bien le pourquoi qui cherche la cause, bien sûr, dans le texte. On peut voir un cas concret. Alors, il s'agit de l'épreuve du bac 2010, section lettres, session de contrôle, bien sûr. Alors, c'est la diapo, je pense, numéro 10, je pense. Alors, elle va apparaître. Oui, effectivement. Alors, on peut voir dans la question numéro 1, je vais lire la question. D'après le prêtre, qui prend la parole dans le premier paragraphe, que font les hommes quand ils ont le sentiment d'avoir mal agi? En tirent-ils la leçon? Alors ici, on peut voir qu'il s'agit d'une question ramifiée en 2 questions finalement, donc il y a 2 réponses à donner. Alors on peut repérer les mots-clés dans cette question. Dans la première question, que font les hommes? Il s'agit ici de préciser les actions des hommes, d'identifier leurs actes. Et dans la question numéro 2, en tirent-ils la leçon? Alors ici, il s'agit d'une interrogation totale qui demande une réponse par oui ou bien par non. Mais ici, il faudrait aussi, bien sûr, que les élèves soient capables de justifier quand même leur réponse. Et bien sûr, on précise aussi dans cette question qu'il s'agit de situer la réponse au niveau du premier paragraphe. Donc je pense ici qu'on va voir aussi un deuxième cas de figure avec INSAF. Je vais vous parler d'un autre type de question là. Et la question suivante est tirée de la session de contrôle section sport 2010 et la diapo va bientôt arriver. Alors, dans quel état se trouvent en général les joueurs en écoutant l'hymne national de leur pays? Justifiez votre réponse. Et la troisième question que nous avons choisie est, dans le 4e paragraphe, l'auteur évoque une autre catégorie de spectateurs. Comment se comportent ces derniers? Justifiez votre réponse par 2 indices du texte. Et nous allons nous intéresser à ces 2 questions séparément. Alors, pour la première question, cette question invite l'élève à dire, à préciser dans quel état se trouvent les sportifs. Autrement dit, à préciser l'état psychologique des joueurs en écoutant l'hymne national et justifier sa réponse par des indices pertinents, c'est-à-dire des éléments textuels précis. Il ne s'agit pas de recopier des phrases entières, mais de faire une sélection des éléments les plus pertinents. Alors, pour ce qui est de la question 3, toujours sur la même diapo, la question 3, il faut dire, alors l'auteur, dans le 4e paragraphe, l'auteur évoque une autre catégorie de spectateurs. Comment se comportent ces derniers? Alors, il faut d'abord identifier cette catégorie de spectateurs et préciser leur comportement. D'ailleurs, la question canalise l'attention et oriente l'élève vers le 4e paragraphe précisément, et donc l'élève n'aura qu'à axer son travail sur le 4e paragraphe pour l'identification de ce type de spectateur un peu spécial. Alors, la diapo suivante est tirée du baccalauréat 2010, section scientifique, session de contrôle. Alors, la question est, dans le 1er paragraphe, le narrateur évoque le souvenir de son voyage en bateau avec sa grand-mère. A. Qu'est-ce qui l'a marqué pendant ce voyage? Petit b, relever et expliquer un procédé d'écriture qui rend compte de l'émotion du narrateur. Alors là, vous observez bien sûr la diapo et là, vous notez que la question est ramifiée. Alors, 2 tâches différentes, 2 étapes différentes du travail. Un petit A pour identifier les sentiments que suscite chez le narrateur cette visite, ce voyage avec sa grand-mère. Donc, il faudra repérer un sentiment
puisque dans la question, il faudrait dire qu'est-ce qu'il a marqué pendant ce voyage. Deuxième étape du travail, il ne s'agit plus de relever ce sentiment, mais il s'agit de montrer quel est le procédé d'écriture qui va dans le même sens que ce sentiment, cette émotion qui naît chez l'auteur. Alors, le deuxième volet, donc, il s'agit de relever un procédé d'écriture pertinent qui est en rapport étroit avec le souvenir. Donc, la question est ramifiée. Donc, bien sûr, une réponse en deux parties. Une première consacrée au souvenir et une deuxième au procédé d'écriture. D'accord? Alors, et à ce niveau, je cède la parole à Monia, si elle veut bien. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est une question de simple identification. Donc, nos chers candidats n'auront qu'à relever des indices du texte, donc des mots clairs, etc. Nous allons, comme d'habitude, nous baser sur donc une diapo. Bon, le temps qu'elle arrive, c'est pas grave. Je vous dis que c'est le baccalauréat 2009, section technique. Première question. L'auteur évoque un souvenir personnel. Relevé dans le texte deux indices qui le montrent. Donc, une phrase assertive suivie de la consigne ou de la tâche que doit faire l'élève. Donc, que devra faire le candidat à ce moment-là? Il s'agit seulement de relever des indices en rapport avec l'évocation des souvenirs personnels de l'auteur. Dans ce cas, notre candidat relèvera des termes et non de longues phrases, sans réflexion ni analyse. Alors, si je reprenais, je dirais que il s'agit de souligner le caractère autobiographique du texte. Donc, souligner ce caractère autobiographique par des indices, des preuves qui montrent que l'auteur est en train de se remémorer, de se rappeler. Je vous propose également donc l'épreuve de baccalauréat 2010, mais un autre type de question. Alors, pour cette question que nous allons découvrir ensemble, on demande à l'élève, nous lisons d'abord ensemble la question, excusez-moi, en quoi les attitudes des deux personnages de ce texte sont-elles différentes? Alors, vous avez remarqué que là, c'est une tâche donc, qui exige de l'élève un peu plus de travail et donc un travail de réflexion parce que le candidat aura d'abord à identifier et à caractériser l'attitude de chaque personnage, qui sont au nombre de deux. Ensuite, il doit montrer en quoi l'attitude des deux personnages sont différentes. D'accord? Donc, moi, j'ai répondu à cette question. شكرا لك مدام منيا. نرجع مرة أخرى للأستاذة نجوى فريجي. مرحبا أستاذة. Bien, alors pour finir avec ce premier volet de l'épreuve du bac, que faut-il faire pour répondre aux questions de compréhension et avoir la totalité de la note? Et la question à laquelle je m'attendais et je l'ai reçue, donc je vous la passe. Comment répondre à une question portant sur les procédés d'écriture? Merci. شكرا لك. نرجع مرة أخرى للإجابة. تفضل مدام سامية ولا سي مدام سامية تفضل. Alors, qui dit répondre à une question de compréhension dit rédiger un paragraphe sous forme, donc une réponse sous forme de paragraphe. Une réponse doit comprendre des éléments pertinents relevés du texte. Dans le cadre de l'étude de texte, ce que nous cherchons à évaluer, c'est plutôt la capacité de l'élève à comprendre le texte. Alors, donc, il doit répondre aux questions sans répéter le texte et donc utiliser son propre vocabulaire. La réponse doit comporter une phrase assertive pour introduire donc la réponse. Un paragraphe personnel et cohérent intégrant, selon le cas, les indices textuels pertinents relevés entre guillemets. Afin d'être utile au candidat, il est préférable de partir d'un exemple concret, donc faisant une démonstration. Alors, il s'agit de l'épreuve de baccalauréat 2010, section scientifique. Je vous lis la question. Quel sentiment l'enfant éprouvait-il à l'égard de son père? Relevez dans le deuxième paragraphe un procédé d'écriture qui traduit ce sentiment. Alors, concernant la première question, nous attirons votre attention sur le pronom « quel »
qui est employé au singulier. Et donc, il faudrait relever un seul sentiment. Essayons avec Ansaf de voir les éléments de réponse. Alors, si tu permets, Insaf, je répondrai à la question. D'accord. Bien. Pour pouvoir répondre à la question, bien sûr, je dois commencer par lire le texte, ou plutôt le passage où nous allons trouver les indices textuels nous permettant de répondre à cette question. Je rappelle la question, quel sentiment l'enfant éprouvait-il à l'égard de son père? Donc, nous vous proposons ce paragraphe pour relever les indices. Je ressentais pour mon père une vénération un peu craintive qu'aggravait la solennité de ce lieu. J'y entrais comme dans un temple, dans la pénombre se dressait le tabernacle de la bibliothèque. Bien, je ne vais pas continuer parce que l'élément, je l'ai déjà lu. Alors, vous avez remarqué certainement qu'on a déjà souligné, je vais vous dire qu'on avait souligné le début donc du paragraphe, c'est-à-dire, je ressentais pour mon père une vénération. C'est là qu'apparaît le sentiment. Alors, de quel sentiment s'agit-il? C'est un sentiment d'adoration. Bon, nous, ce qui nous importe maintenant, c'est donc comment répondre à cette question, d'accord? Tout en suivant la méthode présentée par Samia tout à l'heure. Alors, nous devons à ce moment-là, voilà, bien, là, c'est la réponse possible, pourquoi pas, donc découvrons ensemble ou lisons ensemble cette réponse. Dans ce texte, le narrateur enfant nous fait part des sentiments qu'il éprouve à l'égard de son père. En effet, l'expression, entre guillemets, vous avez remarqué les guillemets, vénération, montre que le narrateur adorait son père et lui vouait une grande admiration. Donc, nous avons commencé par quoi? Par une phrase assertive qui présente la réponse. Ensuite, nous avions utilisé l'articulateur logique, en effet, pour expliquer. Alors, nous avons introduit des éléments de réponse qui sont adorer son père, lui vouer une grande admiration, et nous avons bien sûr justifié notre réponse par un terme du texte mis entre guillemets qui est vénération, vous l'avez j'espère remarqué. Alors, l'autre question, donc je rappelle que c'est une question, que sont deux questions avec A, B. Alors, vous devez répondre de manière indépendante. On doit avoir sur les copies des candidats A, ensuite, B, deux réponses indépendantes. Bien. Alors, je relis donc la question qu'avait lue ma collègue tout à l'heure. Relever dans le deuxième paragraphe un procédé d'écriture qui traduit ce sentiment. Bien. J'aimerais commencer, avant de répondre à la question, j'aimerais commencer au candidat que pour répondre à cette question portant sur les procédés d'écriture, l'élève optera pour certaines étapes qu'il connaît très bien. Alors, je vais juste lui rafraîchir la mémoire, si vous me le permettez, bien sûr. La première étape, donc, que nous connaissons, il faudra commencer par relever du texte le procédé. Qu'il s'agisse d'un procédé lexical, d'un procédé syntaxique, d'une figure de style, peu importe. L'essentiel, c'est que vous sachiez repérer, relever ce procédé. Ensuite, vous allez le nommer, et donc c'est la deuxième étape. La troisième étape, si on vous la demande, bien sûr, il s'agira donc il s'agira pour la troisième étape d'expliquer l'effet du procédé. Si, encore une fois, ça a été demandé. Bien. Et pour que votre réponse soit encore plus utile, alors, donc, nous vous rappelons qu'il y a certaines maladresses qu'il ne faudra pas faire, bien sûr. Alors, la première maladresse, c'est quoi? Donc, quand on ne vous demande que deux procédés, vous ne mettez que deux. Alors, si dans la copie du candidat, on trouve 3 procédés, les 2 premiers seulement seront pris en considération. Ensuite, s'il vous plaît, chers candidats, lisez bien la question. C'est-à-dire, choisissez le procédé d'écriture qui soit en rapport avec la question posée et non pas donc le procédé qui va vous plaire. Bien, pour concrétiser encore une fois donc ce que je viens de dire, je passe la parole à Nabil. Oui, merci. Bon, Madame Aïed a déjà tout dit, je pense, concernant la question portant sur les procédés d'écriture. Bien sûr, juste un petit rappel comme ça, les 3 étapes, identifier, justifier, puis expliquer si on le demande, bien sûr. Alors, il y a un cas concret. Alors, il s'agit de l'épreuve du bac 2010, section scientifique. C'est la diapo, je pense, numéro 18, je pense, voilà. Alors, on vous demande de relever dans le deuxième paragraphe un procédé d'écriture qui traduit ces sentiments. Alors, je vais lire juste le petit extrait. Alors, je ressentais pour mon